Moteur! Allons-y! Moteur! Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas que je m'amuse? Alors viens, ça suffit. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire? Je vais t'y amener, C'est loin. de l'autre côté de la terre. Je voudrais ne plus penser à rien. C'est pour ça que je suis ici, Juliette. Et évidemment, vous l'avez reconnu, et Dieu créa Bardot. Voilà, et Dieu créa la femme, c'était donc un extrait de sa fameuse danse du film de, évidemment, Vadim, un film qui date de 1956, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a connu Bardot. Alors oui, je voulais lui rendre un petit hommage parce que Bardot, c'est le cinéma français de ces belles années, avant, j'allais dire avant la Nouvelle Vague, pas vraiment, puisqu'elle a quand même fait un film qui a été tout à fait reconnu comme une chose de très grande qualité et un film culte, c'est Le Mépris avec Godard, où elle est excellente. Et d'ailleurs, Godard avait parfaitement compris le personnage de Bardot, qui au fond n'aimait pas tellement le métier qu'elle faisait. Elle avait été amenée à faire ce métier, mais elle avait surtout, comme elle le disait à l'instant, elle avait surtout envie de danser, de s'amuser, de vivre pleinement, ce qu'elle a fait formidablement bien. Et je trouve que, au-delà de cette comédienne, de Bardot comédienne, c'est une femme formidable. Je trouve qu'elle correspond exactement à ce qu'on attend d'une femme, et française en l'occurrence, c'est-à-dire une espèce de légèreté, d'élégance et en même temps une certaine gouaille. Elle ose dire ce qu'elle pense. C'est une grande amoureuse, elle est libérée complètement, voilà. Et donc on peut comprendre pourquoi ces derniers temps elle se sentait pas très à l'aise dans la France d'aujourd'hui. Voilà, ça on peut très bien le comprendre. Donc je voudrais quand même vous dire qu'elle a travaillé avec des plus grands, avec Duvivier. C'est toute l'époque, oui, c'est ça, des années 70, on va dire Louis Malle, Ave Maria. Il y avait aussi En cas de malheur d'Autant Lara, où elle a quand même excellé parce que on disait c'est une jolie sotte. Non, non, non. Si toutes les femmes étaient de jolies sottes, ce serait formidable comme Bardot. Ce serait vraiment formidable. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Il y a aussi des abrutis. Il y a aussi, elle a travaillé évidemment avec Henri-Georges Clouzot aussi, La Vérité. Voilà, L'ours et la poupée, c'est je vous l'ai dit, je crois, avec de Michel Deville. Enfin bon, voilà, je vais pas vous les citer tous parce que ces derniers temps, on a parlé beaucoup de la filmographie, mais je trouve qu'il fallait quand même lui rendre un hommage. Quand on parle cinéma, on ne peut pas ne pas parler de cinéma sans parler et rendre un hommage à Brigitte Bardot. Ceci étant dit, voilà, je rentre maintenant dans le cadre habituel de Toile Étoile. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très bonne année. On va essayer, en tout cas. Mais je crois qu'il se profile quelques très bons films. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, on va commencer l'année avec quelque chose d'un peu amusant. C'est un film de Buster Keaton, Le Cadet d'eau douce, qui est peut-être un peu moins connu. Et c'est dommage, parce que vraiment, ça vaut aussi le détour. Donc on écoute un petit peu de musique avant de démarrer et de plonger avec Le Cadet d'eau douce. Voilà donc une musique qui correspond effectivement à Buster Keaton. Voilà, et donc pourquoi pas. Alors c'est un film, Le Cadet d'eau douce, qui a été tourné en 1927, mais on l'a découvert en 1928, mais nous n'étions pas là. Mais c'est un film, alors qui à vrai dire n'a pas été réalisé par Buster Keaton, parce que là ça demandait quand même des effets terribles, c'était difficile d'être à la fois au four et au moulin. Et donc la réalisation c'est Charles Reisner, R-E-I-S-N-E-R, mais c'est un réalisateur qui a beaucoup travaillé avec des comiques, notamment il avait mis en scène les Marx Brothers, je crois, un certain nombre de réalisateurs. Inutile de vous dire quand même que au démarrage, il y a quand même Buster Keaton
Et encore Buster Keaton est toujours Buster Keaton. C'est lui qui dit où on met la caméra et comment on doit filmer, évidemment. C'est quand même l'œuvre de Buster Keaton. C'est l'occasion finalement de reparler un peu de Buster Keaton parce que dernièrement on a vu des films de Charlie Chaplin pendant les fêtes de Noël, ce qui est très bien, hein, c'est pas le problème. Charlie Chaplin était très inventif aussi. Mais je crois qu'il faut pas oublier Buster Keaton parce que j'ai envie de dire que c'est un aristocrate de la culbute. Il était extrêmement sportif, il courait comme un dingue, il tombait, il savait très très bien tomber. Et c'est un homme qui, en plus, pour faire rire, avait décidé de ne rire jamais. Et c'est un homme très discret, un peu puéril, on le voit, un peu ingénu, une sorte de poète, à la fois cocasse et humain. Donc c'est un personnage à part entière. Il exprime, au fond, l'essentiel avec sobriété. Et son visage, c'est un masque de timidité, qui révèle un peu qu'il est un peu prisonnier de lui-même. Il a un corps, en revanche, agile, très agile. Oui, je vous le disais à l'instant, il court. Je suis sûr qu'il aurait été un champion de sport s'il avait fait du sport, évidemment. Et donc, je trouve que ce serait dommage d'oublier de telles performances mises au service du cinéma. Et je trouve que si vous êtes en famille, regardez ce film pendant un dimanche après-midi. Vous allez retrouver ce film, Le Cadet d'eau douce, sur n'importe quelle plateforme. Et je suis sûr que les jeunes rient parce que c'est assez comme ils aiment aujourd'hui, c'est un peu violent, quoi. Il y a une inventivité et je trouve que son cinéma, à la fois dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il filme, est d'une grande modernité. Et je pense que cela tient aussi à l'écriture cinématographique qui est très rapide, qui est en accord avec le jeu de Keaton. Donc je vous le disais à l'instant, le réalisateur, c'est Charles Reisner. Il sait dynamiser même l'action de Buster Keaton avec des plans très courts, ou au contraire, il distille le temps, il le rallonge. Donc ça crée ou du suspense ou de l'émotion ou de la rapidité. Je pense que c'est quand même très très bien fait. Cinématographiquement parlant, au-delà des cascades de Buster Keaton, c'est pas mal fait du tout. Alors, Le Cadet d'eau douce. Le Cadet d'eau douce, c'est un film, donc je vous le disais à l'instant, qui a été réalisé en 28. Ça suit un autre film dont j'ai dû vous parler sur les antennes. C'est un film qui datait de 1925. C'était La fiancée en folie. La fiancée en folie, c'était un film où tout d'un coup, il y a un plan dont on peut se souvenir, une séquence dont on se souvient. Il descend une pente et il est suivi par des énormes rochers qui vont l'écraser. Et alors, ce qui est amusant, donc c'est spectaculaire. Évidemment, c'était fait en basalte ou je ne sais quoi, donc il essaie de les éviter. Bon, ça va. Jusqu'au moment où donc il croit qu'il est sauvé d'affaire. Et pam, il y a un petit caillou et c'est ce petit caillou minuscule par rapport au gros rocher qu'on a vu qui le fait tomber. Voilà. Ça, c'est dans l'espèce de paradoxe continuel de Buster Keaton. Donc, c'est un acrobate. Faut dire, oui, c'est un acrobate parce que enfant déjà, il se trouve que ses parents faisaient du cirque ou des acrobaties sur scène et notamment, il y avait même eu un scandale parce que quelqu'un s'était plaint parce qu'il avait à peine 3-4 ans et on l'envoyait comme un catapulte, il allait jusqu'au plafond, il remontait sur ses pattes, il retombait sur ses pattes, enfin vraiment. Et quelqu'un avait dit, oh, c'est quand même scandaleux de faire ça à un môme de 3-4 ans, mais vous voyez comme quoi ça a servi. Puis ça n'a pas suivi d'effet aujourd'hui, ce serait dramatique. On ne pourrait absolument plus faire ça, évidemment. Et donc voilà, ça veut dire que toute sa vie, il a su tomber, exploser, faire des roulés-boulés, courir, enfin voilà, c'est son truc. Et donc, pour en revenir au Cadet d'eau douce, là encore, on a une deuxième partie du film avec des effets incroyables. Il faut quand même savoir qu'en 1928, évidemment, ça je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas d'effets spéciaux. Alors, la première partie du film est plutôt soft. Buster Keaton pose le problème, dans le problème du scénario, c'est-à-dire, il s'inscrit un petit peu, parce que c'est pas uniquement un film pour faire rire, non, c'est beaucoup plus astucieux que ça, heureusement d'ailleurs. Ça s'inscrit dans un contexte historique ou sociétal. C'est-à-dire qu'au démarrage, on voit deux univers autour des croisiéristes, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui sont sur une rivière, donc l'eau douce, et il y a une famille pauvre, c'est la famille de Buster Keaton, et une famille riche, et donc les familles riches, ils ont une jeune fille, et il se trouve que la jeune fille, comme le fils de la famille pauvre, qui est donc joué par Buster Keaton, ils se sont connus à l'université, et donc ils sont un peu amoureux, mais enfin ça se dit pas trop, parce que vous voyez, il y a quand même un grand hiatus entre le pauvre et le riche, et toutes les deux familles ont des bateaux à aubes,
et font faire des croisières sur le fleuve, voilà. Et donc, le riche a donc une jolie fille, charmante, légère, parfaitement bien jouée, je ne me souviens plus du nom, mais ça vaut le détour parce qu'elle est pas, si vous voulez, caricaturale comme on peut voir dans les films muets. Elle a une espèce de légèreté, elle est sympa comme tout. Et Buster Keaton, donc, est le fils de la famille pauvre. Et il faut savoir qu'il fait à peine 1m65. Et donc, il a choisi pour père un type qui doit faire au moins 1m90. Donc, évidemment, c'est là aussi que on s'aperçoit qu'il adore jouer sur les contrastes et tous les contraires. C'est-à-dire, le père est très grand, le fils est très petit. Au fond, c'est ce qui amusait c'est-à-dire, on s'amusait de tout. Ces contrastes qui peuvent être ridicules, mais je veux dire, il y a une espèce de rire, mais bienveillant. Je veux dire, c'est pas du tout de la méchanceté, c'est au contraire, c'est beaucoup plus amusant. Et donc, Buster Keaton joue sur tous les contrastes, je le disais à l'instant. Vous avez le fort et le faible. Vous avez le timide et le violent. Il joue aussi sur les mouvements. Les mouvements, ça c'est très important dans le film, c'est-à-dire on va soit en haut, soit en bas, et ça dit quelque chose évidemment. Les personnages n'arrêtent pas de monter sur des marches très hautes, puis de descendre. D'ailleurs, au début, les parents regardent d'en haut, et puis ça se termine dans l'eau, en bas, vous voyez, bon, continuellement, voilà, donc on monte, on descend, on passe aussi d'un bord à l'autre, on se déplace latéralement. Il y a toujours des passerelles, des escaliers dans le décor, enfin, tout ça, et il y a une cohérence formidable. C'est pour ça que c'est du très beau cinéma, quand même, au-delà de la performance de Buster Keaton. Les décors sont des personnages. Surtout de la deuxième partie du film. Et les rapports entre le décor et Buster Keaton sont extrêmement dangereux parce qu'il prend des risques énormes, notamment sur la deuxième partie où il y a une tempête monumentale qui s'élève. Ils ont fait venir je sais pas si c'est des moteurs d'avion, mais enfin pour qu'il y ait un vent terrible, de façon à ce que Buster Keaton, contre le vent, il puisse absolument pas avancer, quoi. C'est pour dire qu'il y a une force terrible. Et à un moment, il y a un panneau du mur qui est soi-disant un mur d'une maison qui tombe. Ben là, s'il fallait vachement bien calculer parce que il tombe, mais le décor tombe, Buster Keaton est au milieu, mais il est placé de telle façon qu'il passe à travers une fenêtre ouverte, voyez. Alors on sent d'ailleurs qu'à la fin il se touche un petit peu le front, peut-être que quand même le décor l'a un peu touché, voilà. Mais bon voilà, donc c'est absolument incroyable et donc cette destruction des décors c'est assez exceptionnel avec cette grande façade, voilà. Donc le côté cascadeur évidemment c'est la marque de fabrique de Buster Keaton. Donc je voulais parler tout à l'heure de cette avalanche de gros blocs qu'il essaie d'éviter et c'est tout le temps comme ça dans tous les films, nous avons cette fameuse séquence incroyable. Parce que peut-être que Le Cadet d'eau douce n'est peut-être pas le meilleur film de Buster Keaton, mais je veux dire, c'est du Buster Keaton quand même pur jus, surtout sur la seconde partie, et ça vaut le détour. Alors c'est vrai aussi que dans ce genre de film, on utilise beaucoup ce qu'on appelait le splastique à l'époque. C'est-à-dire, ce sont des scènes, mais qui ont, depuis le muet, qui sont des scènes humoristiques, mais la violence est exagérée, une violence physique, c'est-à-dire on n'hésite pas, mais même à se donner des gifles, à des coups de pied au cul, etc., etc. Donc c'est assez violent, et on le retrouve chez tous les comiques de cette époque, chez Charlie Chaplin, Charlot, le nombre de fois où il reçoit un coup de pied aux fesses, ou alors tout d'un coup il en donne un lui-même, ou tout d'un coup il est là et puis pam, il reçoit la porte qui s'ouvre brutalement dans les fesses, etc., etc. Donc ça chez Charlot on le trouve aussi, c'est ce qu'on appelle des plastiques. Donc, vous avez aussi ça chez Max Sennett, chez Laurel et Hardy, bien évidemment, ils se font des croche-pieds, etc., etc. Chez Harold Lloyd, souvenez-vous de Harold Lloyd qui est suspendu à l'aiguille de l'horloge, voilà. Mais aussi, j'ai envie de dire, ça a toujours existé, même chez nos comiques français plus près de nous. Quand vous regardez des films de Jacques Tati, notamment, je ne sais pas, mais tous les films, notamment, je pense aux Vacances de Monsieur Hulot, ça se termine, il y a un feu d'artifice, il se plante, mais il reçoit quand même un feu d'artifice dans le nez, puisqu'à la fin, il termine avec un tricot stérile sur le bout du nez, voilà. Vous voyez, donc, tout ça, évidemment, est très amusant. Ou alors Pierre Étex aussi. Pierre Étex, il lui arrive aussi qui était d'ailleurs quelqu'un qui travaillait avec Jacques Tati. Pierre Étex, je trouve que, je sais pas, il a eu de tels problèmes, on lui a supprimé ses films, enfin bon, c'est ressorti après, mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui mériterait quand même qu'on en parle un peu plus. Et puis j'ai envie de dire aussi, même aux États-Unis, Jerry Lewis, c'était aussi, il recevait des coups, il en donnait, enfin bon, voilà, cette espèce de violence physique comme ça faisait rire, quoi, voilà. Tandis qu'aujourd'hui, quand on présente des violences physiques, non, c'est pas du tout pour faire rire, pour que ça nous fasse mal, à nous aussi, spectateurs, quoi. Donc ce qui est tout à fait différent, évidemment. Ce qui fait aussi le succès de cette fameuse séquence apocalyptique de la tempête dans le film Le Cadet d'eau douce,
c'est le montage. C'est le montage, vous en parlez vaguement tout à l'heure, mais c'est vrai que le montage, c'est une combinaison entre des plans très courts qui dynamisent et des plans longs qui jouent sur le temps. C'est-à-dire, donc, vous avez à la fois dans les mêmes films, on joue sur le suspense et l'efficacité. Ça va très vite. Ou alors, au contraire, on est là, qu'est-ce qui va se passer, nom d'un chien? On n'en sait rien, puis tout d'un coup, il y a la résolution, évidemment. Donc, ça correspond à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est le jeu sur les contrastes. Parce que en même temps, vous avez la destruction du décor, mais au milieu, vous avez ce personnage qui s'agite, mais qui est impassible. Impassible. C'est sa marque de fabrique, je le rappelle. Et donc, ça fonctionne toujours, parce que Buster Keaton distille de la bonne humeur. Il y a chez Buster Keaton aussi de la poésie. Et je dis de la bonne humeur, parce que chez Charlie Chaplin, c'est souvent quand même assez douloureux, c'est un peu triste, c'est compliqué, quoi. La vie est un peu sordide, voilà. Tandis que chez Buster Keaton, il prend les choses à bras le corps et avec joyeuseté, si je puis dire. Il y a toujours des trouvailles. Et je pense que, oui, ça peut séduire toutes les générations, tous les publics, de tous les âges. Parce que dans cette démesure de Buster Keaton, il y a du fantastique. La vie passe par les objets, par les décors. Alors Buster Keaton, il fonctionne à l'instinct, mais avec beaucoup d'adresse, de sang-froid, d'intelligence. Et au-delà des frasques du cascadeur, j'évoquais tout à l'heure le contexte politique. Eh bien, le contexte politique, il n'est pas oublié. Les classes sociales, les abus de pouvoir, la justice, qui est très discutable. Mais ce sont des critiques légères, c'est léger. Ça ne plombe pas le sujet, c'est rythmé par des actions exceptionnelles où vous avez des gags, des performances physiques et un talent créatif et audacieux, incontestablement. Donc, je trouve que ce serait assez formidable de remontrer Buster Keaton aux jeunes, parce que ça peut donner des idées. C'est une espèce de violence et de dénonciation, mais dans la bonne humeur. Ça, c'est ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. On ne sait plus le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est toujours très violent, et tout ça. Il y a aucune bienveillance dans les rapports. Et donc, je trouve que ça me paraît intéressant. Une inventivité, oui, qui pourrait nous donner une autre façon de voir les choses. Merci Pierre-Jean. Bonne année à tous encore. Et donc, la prochaine fois, la prochaine fois, ce sera très très bien aussi, si je puis dire. Je vais vous parler d'un film de Jim Jarmusch que nous aimons ici beaucoup. Et je vais vous dire, je n'ai pas encore vu le film, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou mal, mais j'ai un a priori assez favorable. Donc, à très bientôt.